L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 23, Christophe Massina, ex-entraîneur des équipes de France de judo et directeur du programme de formation et d'accompagnement à la haute performance de la FFJDA. J'accueille aujourd'hui dans les acteurs de l'ombre une véritable légende du sport français, et plus particulièrement du judo, discipline très pourvoyeuse de résultats et de médailles, pour laquelle il a été athlète, entraîneur pendant de très longues années, aujourd'hui directeur du programme de formation et d'accompagnement à la haute performance de la Fédération française de judo et disciplines associées. J'ai nommé Christophe Massina. Christophe, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre accueil. Alors Christophe, si tu veux bien, on va passer en revue ta carrière et ta manière d'envisager l'entraînement. Mais pour commencer, je vais te poser une première question traditionnelle dans cette émission. D'où viens-tu, géographiquement et socialement, et comment es-tu tombé dans la marmite du sport ? Alors je suis né à Tours, plus particulièrement à Chambray-les-Tours, une petite ville à côté. Donc j'ai vécu toute mon enfance dans cette région-là, et donc j'habitais à Tours-Nord, et puis mon père a construit, il était menuisier, et il a construit le plancher du dojo dans le quartier du Beffroi, à Tours-Nord, et donc mes frères ont du coup commencé le judo aussi comme ça, parce que mon père a rencontré le professeur, et du coup mes frangins se sont mis au judo, et ont fait des résultats. Donc moi je les ai suivis en étant gamin, très souvent sur les compétitions. Je détestais aller voir les compétitions de judo, et quand j'y allais, ce que j'espérais, c'était qu'il y ait une démonstration de kendo. J'appelais ça les bêtes quand j'étais gamin, avec leurs masques. Donc c'est un peu comme ça, mais on va dire mes premiers moments au judo, et dans le suivi de mes frères en compétition. Et puis à l'âge de 6 ans, j'ai commencé le judo, et ça m'a vraiment tout de suite plu, en fait. Ce côté, on va dire, collectif, bande de copains, et puis assez rigolo aussi, parce qu'il fallait s'amuser à faire tomber l'autre, c'était plutôt chouette. Donc voilà comment je suis tombé dedans. Et puis je dirais malheureusement, j'ai perdu ma maman à l'âge de 5-6 ans, et l'enseignant et le prof m'a un peu pris sous son aile, et puis du coup je suis resté très rapidement sur le cours du mercredi. Le mien était plutôt aux alentours de 8-9 heures. Je restais jusqu'à midi avec lui. J'étais un peu son assistant, et je crois que ça a commencé, on va dire, la pédagogie, en tout cas, pas encore l'entraînement, mais en tout cas la pédagogie, et le fait d'assister à tout ça, ça a dû commencer à me titiller à ce moment-là, je pense. Ce qui fait que toute ta vie a été consacrée au judo. Tu n'as pas été intéressé par d'autres sports aussi ? Non, à part quand on rentrait de compétition avec mes potes, on allait sur le tapis, mais c'était pas pour faire du judo, c'était pour faire un match de foot. Mais, sinon, non, j'ai toute ma vie été consacrée au judo. Oui. Alors, tu parlais de tes frères, j'imagine frère aîné. Toi, tu es né au milieu des années 70, je crois. Oui, c'est ça. Je suis né en 1974. Mon grand frère est né en 1961. Et mon deuxième frère en 1967. Donc beaucoup d'écart avec mon grand frère, qui a été lui aussi en équipe de France, qui a été aussi athlète à l'INSEP. Donc je suis aussi venu, quand j'avais 10-11 ans, je venais le voir aussi des fois à l'entraînement à l'INSEP. Donc c'est assez drôle, quand j'ai fait mon premier stage en cadet ici,
de me retrouver au même endroit où je venais voir mon frère. C'était assez touchant, on va dire. Donc voilà, c'est comme ça que je découvre le haut niveau dans ce cadre-là aussi, en venant voir mon frère, on va dire aussi en rencontrant ses copains qui étaient sur le tapis d'INSEP. Et petit à petit, j'y ai pris goût. Mais j'ai pas forcément... je suis pas rentré très tôt entre guillemets, dans l'entraînement de haut niveau. Je suis resté, j'avais envie de rester dans mon club, en fait, au départ. On m'a proposé très tôt, il y avait une classe promotionnelle. C'était pas vraiment un sport-études, mais c'était au collège, une classe promotionnelle où il y avait entraînement de judo tous les jours. En plus, mon prof faisait partie des entraîneurs de ce centre. Mais j'ai pas décidé d'y aller tout de suite. J'y suis allé vraiment sur la dernière année, en troisième, en me disant j'ai peut-être envie d'aller en sport-études. Et pour savoir si ça va me plaire, je vais peut-être faire quand même l'année de troisième dans cette classe promotionnelle. Et puis après, peut-être demander le sport-études, parce qu'à l'époque, ça s'appelait sport-études et pas Pôle France ou Pôle Espoir. Est-ce que tu peux parler un peu de ta carrière d'athlète ? Tu officiais, je crois, dans la catégorie des légers, 73 kilos. Des mi-légers, je crois. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'était en moins de 71 au départ, et puis après moins de 73 kilos. En plus jeune, j'étais en moins de 65 kilos. Alors, ma carrière d'athlète, elle se construit assez rapidement, en fait. Comme je disais, je suis parti au sport-études d'Orléans. J'étais assez gringalet. Mais par contre, je gagnais les compètes. Donc physiquement, je me rappelle, c'est marrant, là, je suis allé au Pôle France de Bordeaux voir les tests, et il y avait un gamin qui a fait qu'une traction. Moi, au test d'entrée du sport-études, j'avais fait une seule traction. Donc je pense que j'étais celui qui en avait fait le moins. Mais par contre, tous ceux qui en avaient fait plein sur le tapis, je les battais. Donc c'était assez drôle. Bon, je me suis vite, avec l'entraînement... j'ai vite dépassé ce problème, entre guillemets. Mais en tout cas, physiquement, j'avais pas vraiment une supériorité physique. Mais j'avais développé un côté un peu, on va dire un peu tactique, un peu... ce que j'adorais dans le judo, en fait, c'était... un peu comme les échecs, c'est ce côté stratégique et de pouvoir, on va dire, embêter l'autre, voir que ça le gênait pour pouvoir installer ta technique et le faire tomber. Et ça, je crois que je prenais vraiment un malin plaisir à me rendre compte que mon adversaire commençait à s'énerver et j'ai le souvenir quand même très jeune d'avoir senti ça, d'aimer battre les plus vieux aussi. D'arriver plutôt comme le petit jeune qui battait les plus vieux ou les plus lourds. Et très rapidement, quand je rentre en sport-études, j'ai vraiment envie je suis cadet et j'ai envie de gagner les juniors. Enfin, je me rappelle que très rapidement, j'avais cette envie-là de dépasser les juniors qui étaient sur le tapis. Ce que j'ai réussi à faire. Donc, je pense que je dois être le premier à gagner les championnats de France cadet et les championnats de France junior à l'époque. Donc, dans deux catégories différentes, en cadet sur la catégorie léger et en junior sur la catégorie au-dessus. Et puis, du coup, c'est ce qui aussi me fait, je dirais, c'est pas comme ça qu'on me détecte, parce que j'avais commencé déjà l'année d'avant en cadet à faire des résultats, mais en tout cas, c'est en grande partie là où on dit que peut-être il sera fort en tant qu'athlète. Et c'est ce qui me fait rentrer à l'INSEP quand même. Donc, je dirais que même ça a été peut-être un frein après, parce que du coup, ça m'a... Je dirais que ça m'a élevé en termes d'image. Ça a montré une image de moi qui est forcément valorisante. Et quand on est gamin, cette image-là, on a un petit peu peur de la perdre. Donc du coup, je pense que j'ai plutôt cherché dans ma carrière d'athlète à sauver cette image qu'à vraiment aller chercher un titre de champion olympique, alors que pourtant c'était vraiment un objectif.
Donc voilà, ça a développé un profil psychologique chez moi peut-être un peu différent des autres. Je le vis très bien, ça me pose pas de problème, mais en tout cas, c'est avec le recul maintenant, je pense que voilà, j'avais ce petit truc-là, ce besoin de reconnaissance, peut-être aussi le fait que j'avais perdu ma maman, entre guillemets, ce besoin d'être aimé et de reconnaissance qui a été plus développé chez moi, et qui m'a amené quand même à avoir des résultats, mais pas autant que ce que j'aurais souhaité. Parce que c'est vrai que j'avais l'objectif d'être champion du monde et d'être champion olympique, et j'ai jamais fait de championnat du monde et j'ai jamais fait les Jeux olympiques, en individuel en tout cas. Donc ça c'est pas un regret, on va dire c'est un état de fait. Mais tout ça en fait, ça m'a vraiment amené aussi à réfléchir à ce que c'était d'entraîner des jeunes, à ce que c'était d'entraîner des athlètes, à la manière dont on pouvait aussi s'adresser aux athlètes pour pas orienter quelque part leur profil psychologique, et en tout cas de manière négative. Orienter plutôt de manière positive, mais pas de manière négative. Donc je crois que ça m'a aidé, en tout cas, à prendre ce recul-là et à réfléchir à comment entraîner. Donc c'est un peu pour le coup, c'est une étape importante dans ma construction, parce que quand j'ai commencé à me rendre compte de ça m'a forcément posé des questions sur l'entraînement. Donc voilà, alors j'ai toujours j'ai jamais mis mes œufs dans le même panier, donc du coup en tant qu'athlète je me suis formé en STAPS d'abord, passé le professorat de sport assez jeune, à 23 ans, donc je l'obtiens à 24 ans, en poste en formation à l'INSEP, encore athlète, donc du coup j'ai été en lien et en lien et en discussion avec beaucoup de personnes qui formaient des entraîneurs, qui formaient des athlètes pour devenir entraîneurs. Et moi-même, du coup, j'ai été en lien avec des athlètes de très haut niveau pour les aider à se former pendant leur carrière, alors que moi, j'étais encore en carrière d'athlète. Donc, c'était des positions et des postures qui étaient assez particulières, mais très enrichissantes, parce que forcément, ça te fait réfléchir sur toi, ce que tu es en train de faire, pour pouvoir justement bien orienter et bien guider les personnes que tu accompagnes. Donc, on va dire c'est là plutôt là où j'ai commencé aussi à réfléchir sur ce qu'était un accompagnement. Sans le savoir, hein, mais en tout cas, je pense que c'est aussi là que ça a créé du lien en fait dans ma manière de voir les choses. Et puis, alors là, toujours aussi avec le recul, hein, je le mets en lien avec un de mes premiers entraîneurs justement du sport-études d'Orléans, qui est André Delvin. On l'appelait Dédé, donc je vais l'appeler Dédé. Enfin, je l'appelle Dédé parce qu'il est toujours présent, il est toujours en vie, le Dédé. Et c'est peut-être le premier entraîneur qui m'a montré, en tout cas inconsciemment, qu'il était possible de s'occuper et d'entraîner des athlètes totalement différents, avec des profils totalement différents, mais aussi avec des objectifs totalement différents. Et qu'on pouvait apporter à des athlètes qui visaient des titres importants, comme on pouvait aussi apporter à d'autres athlètes qui... on va dire pas qui se limitaient, mais pour qui c'était pas vraiment une volonté de faire du très haut niveau, et qui était peut-être plus dans une volonté en tout cas d'être enseignant, et qui faisaient du sport de haut niveau parce que ça leur plaisait, mais pas pour devenir champion. Et ça, je crois que de croiser Dédé et de croiser André Delvin, ça a été vraiment un moment aussi important, parce que de voir comment il pouvait s'occuper, alors comment il s'est occupé de moi, mais aussi de Daniel Fernandez, qui était un de mes amis au sport-études à Orléans, et qui, nous, on visait une carrière de haut niveau, de voir aussi comment il était capable d'apporter à
à d'autres personnes qui visaient pas forcément une carrière de haut niveau, mais qui faisaient partie de la structure et forcément qui apportaient aussi à tout le monde. Ouais, ça m'a, avec le recul, je pense que ça a été un guide, voilà, un guide dans sa manière d'aborder les choses. Donc voilà un peu comment je me construis, et puis après en tant qu'athlète, bien sûr la volonté toujours de performer, on va dire d'être le meilleur. Dans une catégorie très très relevée en France à l'époque, où y avait Daniel Fernandez, Christophe Gagliano, Ferit Keder, Guillaume Faure, j'ai peur d'en oublier, mais en tout cas une catégorie vraiment, il y avait Patrick Rousseau aussi au début, donc très très dense dans la concurrence, et donc j'ai mis du temps à prendre la place de numéro 1 de la catégorie. Je rentre à l'INSEP en 1993, je crois, et je prends la place de numéro 1 qu'en 2003 ou en 2002. Donc ça fait quand même, c'est très long, peut-être un peu trop long pour pouvoir, au moment où je prends la place de prendre aussi la place de numéro 1 mondial, entre guillemets, même si à l'époque il n'y avait pas de ranking, mais en tout cas, voilà, j'ai fait un chemin qui m'a apporté aussi bien émotionnellement que dans ma construction d'homme, et c'est ce que je retiens de ma carrière d'athlète, avec toujours cette notion de se servir de nos expériences pour être une meilleure personne. Voilà. Tu as bien détaillé ces années qui sont des années de maturation aussi pour ce que tu vas faire ensuite. Et c'est en 2004 que tu rejoins la FFJDA. Alors cette intégration, c'est un véritable mariage, hein. Tu fais encore partie de la Fédé aujourd'hui, même si tu as changé de fonction assez récemment. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et donc à ce moment-là, débute pour toi une carrière d'entraîneur national, une formidable carrière si on peut dire. Entraîneur national des équipes de France, alors féminine d'abord de 2004 à 2016, puis masculine à partir de 2017, et donc pour une totalité de 21 ans en tant que coach. Alors quand toi tu as débuté à la Fédé, donc il y a plus de 20 ans, est-ce que tu étais dans une logique de continuité ou est-ce que tu as essayé dès le départ d'imposer une patte, une marque ? Alors quand j'arrive en 2004, j'ai une envie de faire différemment, en fait. Justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que après avoir passé le professorat de sport donc en 1998, il y a quand même 6 ans qui me séparent de ce concours, où là, du coup, je suis en poste en formation à l'INSEP, où je forme des étudiants, j'accompagne aussi des athlètes comme je l'expliquais. Et du coup, ça me permet aussi d'observer dans d'autres disciplines, d'observer ce que font d'autres entraîneurs, de voir d'autres façons de faire, et de me dire peut-être que la façon dont je m'entraîne, ou la façon dont on m'entraîne, ou peut-être qu'il y a une autre manière d'aborder l'entraînement que ce qu'on fait historiquement dans le judo. Donc alors forcément au début en me disant que ce qu'on faisait c'était pas très très bien, mais maintenant avec le recul, c'est pas j'estime que c'était pas du tout négatif dans ma manière de concevoir la chose. C'était justement d'avoir une réflexion différente et de prendre ce temps pour alors j'allais dire élaborer, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas essayer de faire un pas de côté pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre système, comment est-ce qu'on peut rendre l'entraînement plus humain, en fait. Voilà, c'est très rapidement dans ma manière d'aborder l'entraînement. C'est vraiment ça, c'est vraiment comment on peut faire différemment et rendre le haut niveau plus humain. Voilà. Ce qui sous-entendait que justement, j'avais un peu souffert, entre guillemets, de ce côté un peu déshumanisant de la performance. Donc quand j'arrive en 2004, j'ai cette volonté-là, en fait. C'est de vraiment essayer d'être un entraîneur qui parle plus, qui accompagne plus,
qui est peut-être moins dans l'apport de solutions, mais peut-être plus dans l'idée que l'athlète va faire son chemin. Alors ça, c'est dans la théorie. Parce que du coup, quand j'arrive entraîneur, je me rends compte quand même très vite que déjà, j'avais entraîné en club. J'ai été directeur technique de l'UJ37 à Tours pendant presque 4 ans. Donc j'avais aussi commencé à essayer de voir comment on pouvait faire mieux, enfin comment on pouvait accompagner de manière plus humaine les athlètes vers la performance. Je m'étais déjà rendu compte que c'était pas si évident que ça et qu'on pouvait arriver avec des belles théories, mais sur le terrain, des fois, il y avait aussi besoin de mettre un cadre assez strict pour que ça puisse avancer le plus rapidement possible, en tout cas. Donc forcément, quand j'arrive sur le staff national, j'ai la chance d'arriver aussi avec un responsable d'équipe qui me fait confiance et qui a été aussi je dirais un mentor dans cette manière de concevoir l'entraînement, qui pourtant lui avait une image de quelqu'un de très très dur et très très strict. C'était Yves Delvin, donc qui était à l'époque en responsabilité des équipes de France féminines. Donc le frère d'André Delvin. Il avait vraiment cette réputation de quelqu'un de très froid, très strict. Et je pense que c'était une distance qu'il voulait mettre, en tout cas, dans une posture qu'il mettait pour justement sa position de responsable. Et moi, j'ai découvert vraiment quelqu'un de très humain, au final. Mais par contre avec des convictions très fermes et très dures. Donc c'est un peu mes premiers pas vraiment d'entraîneurs nationaux, où là j'observe, je comprends aussi je dirais la nécessité de se positionner dans ce genre de rôle, parce qu'on est entraîneur de l'équipe de France, on est entraîneur national. Et du coup, on a une position qui est complètement différente que quand on est entraîneur de club ou même un enseignant. On a du coup en charge les équipes nationales. Et là, la posture et le positionnement, je comprends très rapidement que ça va être la clé ça va être la clé de ma progression en tant qu'entraîneur, en fait. Donc je me positionne assez durement. Alors ce mot-là, je l'aime pas, mais je suis assez strict avec les athlètes. Et pourtant, voilà, j'organise régulièrement des moments d'échange pour parler de leurs entraînements, pour parler de ce qu'elles... j'avais en charge les féminines, les moins de 23 ans à l'époque, pour justement essayer de discuter sur comment elles voyaient l'entraînement. En tout cas, d'essayer de rendre cet entraînement plus participatif, même si j'expliquais que de toute façon, il y avait des moments où ça serait moi qui déciderais. Donc, je dirais que ça a été là ma patte au départ. Et puis aussi l'aspect, je dirais la dynamique collective, où là, j'y ai attaché aussi une part très importante. Donc voilà, si je devais résumer mes débuts, en fait, c'est un peu ça. C'est un cadre très strict, voire au début très rigide, et justement accentuer l'aspect humain et la dynamique collective. Entre 2004 et 2025, du temps a passé. J'imagine que ton entraînement aussi a évolué avec le temps, avec l'expérience, avec aussi peut-être des découvertes scientifiques ou d'autres choses. J'ai souvenir de l'utilisation de l'hypnose dans ton entraînement, par exemple. D'ailleurs, tu as suivi une formation en la matière, je crois. Pourquoi avoir intégré ça ? Est-ce que tu penses que les résultats vont être probants dans ce genre d'expérimentation ? Alors oui, mon entraînement, il a vraiment... Enfin, mon entraînement, je dirais ma capacité d'entraîner a énormément évolué. Et c'est pour ça que je parlais d'accompagnement tout à l'heure, parce que je pense que je suis passé d'un entraîneur à un accompagnateur, en fait. En tout cas, j'ai toujours, dans ma carrière,
Je me suis toujours formé. J'ai toujours souhaité garder un pied, on va dire, à la formation pour observer, discuter avec les autres disciplines. Je suis quelqu'un de très curieux. Et du coup, je me suis toujours intéressé à d'autres façons de faire, voir comment je pouvais m'améliorer. En tout cas, voilà, j'avais toujours cette volonté de me former, donc que ça soit la découverte d'Action Type avec Ralph Hippolyte, que ça soit l'Executive Master Entraîneur que j'ai passé, aussi une inscription au diplôme de l'INSEP, des petites formations sur l'entraînement féminin, sur en tout cas essayer de découvrir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes. J'ai toujours en tout cas eu cette volonté-là de ne pas rester dans notre bunker, parce que nous, le dojo à l'INSEP, pour ceux qui ne le connaissent pas, est enterré. Donc c'est pour ça que je parle de bunker. Et on a tendance souvent, nous judokas, à rester un peu sur nous-mêmes. On a un peu cette image-là, et elle n'est pas complètement fausse. Voilà. Donc moi, justement, j'ai souhaité essayer de sortir la tête de ce bunker, aller voir la lumière et justement profiter de l'INSEP pour rencontrer d'autres entraîneurs, d'autres disciplines, et essayer de piquer 2-3 trucs à droite à gauche. Voilà. Ça, c'était aussi un point qui était important. Et ma manière d'entraîner a aussi énormément évolué avec les gens que j'ai pu rencontrer. Et la rencontre avec Gilbert Avanzini, par exemple, qui est maintenant DTN de la Fédération française de danse, mais qui était à l'époque en charge on va dire, des aspects préparation mentale sur l'INSEP, et puis par la suite aussi accompagnement des fédérations sur la haute performance. La rencontre avec Gilbert a été aussi un moment très important dans ma carrière d'entraîneur, parce que j'allais le voir pour qu'il me challenge, j'allais le voir pour discuter justement d'entraînement, et ces questions ont toujours résonné en moi dans une idée d'évoluer vers quelque chose en tout cas, d'être le plus efficace possible dans ma manière d'entraîner. Et Gilbert avait vraiment cette faculté à poser les bonnes questions pour te dire, ok, tu fais ça, mais pourquoi tu as mis ça en place? Pourquoi c'était vraiment une façon de formaliser, on va dire, des idées d'exercice, ou de formaliser aussi une stratégie d'entraînement pour la rendre efficace, et puis surtout comprendre pourquoi on faisait ça. Donc ça a été vraiment un point qui a été très important, que j'ai continué. Après, même si Gilbert a changé de fonction et il est parti sur d'autres fédérations, j'ai continué à essayer de me poser ces questions-là, à essayer de discuter avec d'autres collègues pour voir s'ils allaient me poser aussi d'autres questions, d'autres manières de faire. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai aussi beaucoup évolué, pour ça que j'ai continué à me former. Et j'ai remarqué que c'était assez cyclique en fait. Tous les 2 ans, j'avais besoin de vraiment rentrer dans une formation et de me former tout simplement. Donc petit à petit, je suis passé de formation un peu plus de terrain, entre guillemets, sur des formations plus techniques, que ça soit la préparation physique, l'entraînement féminin avec ses particularités, sur des formations plutôt type managérial, ou en tout cas sur les aspects d'accompagnement. L'executive master entraîneur que j'ai fait, je l'ai vraiment insisté sur ces aspects-là, avec aussi à un moment donné la volonté de prendre les rênes d'une équipe de France, avec cet objectif un jour de pouvoir prendre les rênes de l'équipe de France et y mettre aussi ma patte. Voilà. Donc ça a été un point qui a été important. Et le passage chez les garçons a été aussi important dans ma carrière. Et c'est aussi pour ça que je me forme à l'hypnose d'ailleurs. Après Rio, j'ai accompagné sur Rio Émilie Andéol, championne olympique. Là déjà, une sacrée expérience, parce que personne ne voyait Émilie à ce niveau-là, en tout cas.
Personne n'imaginait une seconde qu'Émilie Andéol serait championne olympique, même championne d'Europe, même médaillée mondiale. Donc déjà, avoir accompagné une athlète pendant presque 10 ans et de l'avoir évolué à... on va dire, quand Émilie est rentrée à l'INSEP, son objectif c'était d'être 5e au championnat de France. Et d'arriver petit à petit à ce qu'elle détermine son chemin pour aller au titre de championne olympique, franchement... je me dis, je vois pas ce que je peux vivre de plus, quoi. Donc, j'ai eu à ce moment-là aussi la sensation d'avoir fait un peu le tour dans, entre guillemets, l'entraînement chez les féminines. Donc, on me propose de passer chez les masculins. Ce que j'accepte. Et puis, là, je me suis confronté à un problème de communication. Je suis confronté à... Et pourtant, je pense quand j'arrive chez les masculins, je suis... ils m'estiment légitime de pouvoir les entraîner, mais je me confronte à vraiment un problème de communication et là, à des doutes. Je sens que mon message ne passe pas. Je sens que je suis en conflit. Je sens que c'est très compliqué de réussir à les faire évoluer. Donc là, je vais vraiment jusqu'à un point... je pense que à ce moment-là, je pense que je fais une petite dépression. Je me rappelle, on est en stage d'été à Oulgat et il y a un jour et demi de repos et là, je me barre, en fait. Je pars du stage pendant cette journée et demie de repos et je ne veux voir personne, en fait. Je suis vraiment en difficulté. Je suis vraiment en difficulté personnelle à ce moment-là et je me pose des questions. Donc, je me dis, mais je vais jusqu'à me dire, t'es peut-être pas fait pour ça, en fait. Ça faisait déjà plus de 10 ans que j'entraînais et là, ce jour-là, je me dis, en fait, t'es peut-être pas fait pour ça. T'es peut-être pas fait pour être entraîneur. Et donc, ma réflexion, elle va quand même assez loin. Bon, au bout d'un moment, je me dis, attends, ça fait déjà 10 ans que tu es entraîneur. Enfin, regarde quand même le chemin que tu as parcouru. Je fais vraiment une grosse introspection à ce moment-là. Et puis, avec Émilie, on avait travaillé aussi sur l'hypnose, avec Émilie Andéol et puis Autonne Pavia. Je leur avais proposé de travailler en hypnose sur des problématiques particulières. Et puis je me dis, t'arrives à un moment où de toute façon tu sens que tu n'arrives pas à communiquer avec les athlètes masculins. Faut peut-être que tu t'améliores sur ta communication. Et donc je regarde justement l'école d'hypnose qui m'intéressait et le module qui tombait pendant mes vacances, en fait, c'est la communication ericksonienne. Je me dis, quitte à évoluer, à essayer de faire quelque chose, plutôt que d'arrêter, essaye de rajouter une corde à ton arc une nouvelle fois, quoi. Donc du coup, je m'inscris sans le dire à personne, sans le dire à la Fédé, sans le dire... je m'inscris à ces 15 jours de communication actionnelle en me disant, je vais faire les... J'ai pas envie d'être hypnothérapeute ou je veux juste... C'est quoi cette communication actionnelle ? Je suis assez curieux de ce côté-là. Même si je sais déjà un petit peu ce que c'est, mais je suis un peu curieux. Et donc, du coup, je m'inscris à cette formation. Sans le dire à personne. On avait 15 jours de vacances après les championnats du monde. Et ça tombe pile poil dans mes 15 jours. Donc, je m'inscris sur cette formation. Et là, j'ai un vrai... je prends un 38 tonnes dans la gueule, en fait. Parce que je dis, mais en fait, la communication... Je pensais justement, avant de passer chez les masculins, que j'avais cette faculté à pouvoir communiquer subtilement. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis nul. Et donc là, je me dis, mais c'est hyper intéressant. Du coup, je décide de faire toute la formation complète jusqu'à
Donc on va dire d'abord de passer technicien en hypnose ericksonienne et puis après de passer le côté praticien en hypnose ericksonienne. Comme si je voulais monter un cabinet, mais j'ai jamais dans la tête, je me suis jamais dit que j'allais monter un cabinet. Mais vraiment pour voir comment on pouvait intégrer ça dans l'entraînement en fin de compte. Et très rapidement, j'y vois des possibilités. Je remarque que certainement moi j'ai déjà changé de posture, j'ai aussi changé de positionnement, je suis beaucoup plus peut-être en posture basse que de posture haute, et peut-être qu'inconsciemment d'ailleurs après le titre d'Emilien Andéol je me suis dit je suis un bon entraîneur et donc j'allais donner la science à tout le monde, et du coup ça me remet peut-être sans doute les pieds un peu sur terre en fin de compte. Et cette période-là, du coup, elle était très dure psychologiquement, mais par contre hyper bénéfique sur le plan de mon évolution, même pas de carrière, mon évolution d'homme, encore une fois. Donc hyper intéressant. Alors je dis, au final, ça finit par se savoir, voilà, que j'ai été en formation à l'hypnose. Par le biais, je crois à l'époque, c'était pas l'Agence nationale du sport, c'était la MOP, la Mission olympique et paralympique. Je sais pas, dans une discussion, avec le directeur de la MOP, j'en parle. Et puis il me dit, il me dit c'est chouette que la fédération t'ait financé cette formation, tout ça. Je dis non, j'en ai pas parlé. C'est moi qui me la finance. Et donc là, il me dit non, ça c'est pas possible. Et donc du coup, c'est comme ça que petit à petit. La Fédé a appris que je m'étais formé à l'hypnose. Et puis du coup, les athlètes avaient bien vu qu'il y avait un truc différent, et certains sont curieux. Alors d'autres, ça les fait rire, on va dire, ils se foutent de moi, on m'appelle Mesmer. Donc forcément, je le savais que... de toute façon, j'ai toujours été un peu à part, donc ça me posait pas de problème, même j'en joue, et donc voilà, j'ai eu des petits surnoms plutôt sympas, mais en tout cas ça a créé de la curiosité aussi chez certains athlètes, que ça soit masculin ou féminin, parce qu'il y a aussi des athlètes féminines qui sont venus me voir pour me poser des questions, pour que parfois je les suive aussi, pour voir ce que c'était et que je puisse les aider des fois à passer des blocages en fait. Et ça a été une période qui a été assez enrichissante et finalement très intéressante sur la manière d'évoluer. Voilà. Hormis l'hypnose, est-ce qu'il y a d'autres, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, des disciplines ou d'autres choses que tu as essayé d'intégrer dans ton entraînement et qui n'étaient pas forcément encore bien établies? Je pense par exemple à la préparation mentale qui, il y a encore quelques années, n'était pas aussi généralisée que maintenant. Alors justement, sur cet aspect-là, alors je pense que j'ai été un entraîneur qui a pris en compte cette dimension mentale très très rapidement. Et déjà en tant qu'athlète, en 1995, je décide de faire de la préparation mentale. Et il n'y avait pas ça n'existait pas à l'époque. C'était déjà très mal vu. Donc c'est pareil, je dirais comme l'hypnose en 2017, on imagine la préparation mentale en 1995. Forcément, quand j'en ai parlé aux entraîneurs nationaux de l'époque, ils me disent mais de toute façon, je lis bien dans leur regard qu'à partir du moment où tu fais de la préparation mentale, c'est que tu as un problème. Et donc, ça sert à rien de miser sur quelqu'un qui a un problème. C'est pas vu du tout comme une optimisation on va dire des performances et en tout cas de l'optimisation humaine. Donc forcément, ça oriente ma sensibilité sur ces aspects-là. Et j'ai cherché, on va dire, j'ai pas été avant-gardiste, en tout cas, j'ai accepté que les athlètes puissent être suivis psychologiquement. Je les ai orientés aussi très rapidement
quand je sentais qu'il y avait des blocages. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément de préparateurs mentaux qui étaient sur l'INSEP, c'était surtout des psychologues. Il y avait Myriam Salmi notamment. Donc les athlètes, très rapidement, je les oriente dans cette voie-là. Et puis quelque part, on va dire des outils que je pouvais utiliser en tant qu'athlète, sans faire l'apprenti sorcier, entre guillemets, je les oriente aussi à utiliser des moyens simples pour se préparer mentalement, et en tout cas pour se préparer aussi à une carrière de haut niveau, parce que j'avais des moins de 23 ans et c'était ça aussi l'objectif. Donc quand je vais voir aussi Ralph Hippolyte pour Action Type, j'essaye en tout cas d'être innovant dans ma manière d'entraîner, sans forcément tout de suite appliquer des outils de ce que je pouvais voir en formation. J'avais quand même cette cette intelligence, c'est pas forcément le bon mot, mais ce recul pour me dire, attends, tu vois des outils en formation, c'est pas pour ça que tu dois tout de suite les mettre en pratique sur l'équipe de France. Donc justement, j'attendais de sentir si c'était le bon moment, si aussi il y avait une adhésion, parce qu'il y a des outils qui peuvent être extraordinaires, mais s'il n'y a pas l'adhésion, ton outil, en fait, il te sert à rien. Donc vraiment, j'avais un peu cette sensibilité-là. Après, non, avant-gardiste, il y a eu l'hypnose. Et puis après, par contre, j'ai vraiment souhaité insister aussi plus profondément dans cette dimension mentale, où j'ai passé aussi le CCS Dimension Mentale et Performance de l'INSEP. Donc j'ai vraiment, en tout cas, j'ai vraiment axé ma vision de l'entraînement dans cette idée-là. Alors, être entraîneur, et surtout d'une équipe, c'est aussi faire partie de cette équipe, hein, c'est partager ses joies, ses déceptions. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais citer quelques-unes de tes plus grandes satisfactions et quelques-unes de tes plus grandes déceptions? Et ensuite, est-ce que la charge mentale que l'on porte soi-même, hein, en tant qu'entraîneur, en tant que coach, avec quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules, et puis aussi un besoin de faire des résultats, est-ce que c'est quelque chose que tu as su gérer sans que ça pèse trop sur ton bien-être personnel? Alors, on va dire la plus grande satisfaction, quelque part, c'est Émilien Déol. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que accompagner une athlète pendant 10 ans, et puis je dirais être à ses côtés pour l'avoir évolué au fur et à mesure. Parfois, avoir des collègues qui te disent mais tu perds ton temps. Et puis quand elle est championne olympique et que ces mêmes collègues viennent te voir et te dire t'avais raison. Franchement, chapeau. Forcément, en dehors du titre olympique, tu te dis t'as été là pour elle, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à André Delvin, en fait. Ce côté-là, je pense que c'est lui qui me l'a communiqué, en tout cas, sans le dire. Parce que très rapidement, je m'occupe, j'essaye de m'occuper de tout le monde, même si peut-être que celles qu'on a décelées des meilleures qualités, je vais y porter sans doute un peu plus d'attention et je vais y mettre un peu plus de temps. Mais en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que personne ne se sente délaissé. Voilà. Ça c'est quelque chose d'important. Donc ouais, une de mes plus grandes satisfactions, c'est ça. Et puis après, c'est aussi là plutôt sur un aspect global et collectif. C'était aussi dans ma responsabilité j'ai été responsable de l'équipe de France Junior pendant 4 ans. C'était de pouvoir les orienter et les habituer à un système de performance qui allait de toute façon aussi un système de performance en junior qui allait les entraîner pour le système de performance en senior. C'était justement d'avoir su mettre en place une dynamique aussi bien de sélection qu'une dynamique collective pour
apporter justement les éléments nécessaires pour être performant après en senior. Donc ça, c'était aussi une grande satisfaction pour moi parce que en junior, que ça soit Amandine Bouchard, que ça soit Clarisse Agbenienou, Madeleine Malonga, et j'en oublie d'autres, Automne Pavia, c'est aussi des athlètes qui à un moment donné ont vécu un système chez les juniors et ça leur a permis justement de pouvoir grandir et évoluer après en senior et d'avoir des résultats qu'on connaît d'elles. Donc ça c'est aussi une grande satisfaction. Après ça a été forcément, je dirais la troisième satisfaction, c'est sur l'aspect humain. C'est ce que j'ai vécu avec les athlètes, mais aussi avec les staffs, les différents staffs que j'ai pu côtoyer. Ça reste des moments qui sont très forts, qui sont certainement gravés à jamais, parce que quand on a quand on suit une athlète pendant toute sa carrière, pendant une dizaine d'années, forcément, il y a des moments où l'athlète, tu la remontes. Voilà, elle a des hauts et des bas. L'athlète, tu la remontes. Et forcément aussi, sans s'en rendre compte, il y a des moments, c'est elle qui te remonte. Et c'est je dirais, c'est ce lien qui pour moi, c'est pour ça que je considère presque que le métier d'entraîneur, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde. C'est que ce lien fort qu'on arrive à tisser quand il est clair, quand chacun est à sa place, forcément, on développe des choses qui sont extraordinaires dans la relation humaine. En tout cas, on développe presque que le positif de la relation humaine. Et je dirais il y a encore des athlètes qui ne sont plus en activité maintenant, mais qui ont des enfants, de les revoir. Je vois bien que aussi dans leurs yeux, elles sont aussi contentes de me revoir, même si elles ont pas fait de grandes performances mondiales. Il y a quelque chose qui nous lie à travers cette expérience. Et ça, c'est quand même quelque chose de très plaisant, en tout cas, parce que tu sais que tu leur as été utile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand à chaque fois... je dis que ça m'a rendu meilleur en tant qu'homme, c'est que la volonté, ça a été de les rendre meilleurs en tant que femmes et pas forcément meilleurs en tant qu'athlètes. C'est vraiment de leur apporter des moyens de pouvoir s'élever, on va dire, en tant que femme ou homme quand j'étais chez les masculins. Donc ça, c'est vraiment les petites satisfactions que je peux avoir. D'ailleurs, du coup, il n'y a pas trop de moments, à part le titre d'Émilie, mais ce que je retiens, c'est pas forcément le titre, c'est vraiment le chemin. Donc, c'est assez drôle, parce que pourtant, le premier titre en équipe à Tokyo et celui de Paris, c'est des moments qui sont inoubliables. Mais c'est pas forcément ce que je retiendrai, en fait. C'est pas forcément, enfin, pas ce que je retiendrai, mais ce que je mettrai en avant. Et puis, par contre, pas forcément les échecs, mais les petites frustrations que je peux avoir, ça a été je pense, finalement, j'avais beaucoup d'envie de rendre le sport de haut niveau plus humain, et je pense que j'ai pas totalement réussi, en fait. Parce que y a des moments où ça reste du sport de très haut niveau et c'est dur. Et ça, c'est une petite frustration, parce que je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, ou qu'est-ce que j'aurais pu apporter en plus, une personne en plus, un accompagnement en plus, pour permettre que ça soit moins compliqué. Je n'ai pas la réponse. Je me dis que je vois des équipes avec un psychologue qui fait partie du staff. Peut-être que ça peut faire partie, en tout cas, des idées ou une éventualité. Après, faut trouver la bonne personne, voilà, qui va savoir aussi se positionner correctement et ce qui n'est pas facile des fois.
Donc ouais, c'est cette petite frustration-là, de quelque part, avec toute cette envie bah, j'ai le sentiment de ne pas avoir réussi totalement, en fin de compte. Et puis, bon, la petite frustration quand même des Jeux Olympiques de Paris aussi, où je considère que ouais, la frustration de ne pas avoir réussi à ce que les 7 athlètes soient médaillés. Ça, c'est une petite frustration, parce que peut-être même une grande, mais en tout cas, c'est ouais, cette frustration parce qu'elles avaient toute la possibilité d'être médaillées. Et ça aurait été magnifique qu'elles puissent vivre, parce que c'est jamais arrivé, qu'elles puissent vivre cette expérience, que elles reviennent toutes avec une médaille. Alors, elles reviennent toutes avec une médaille parce qu'il y a les équipes, mais avec une médaille individuelle en tout cas. Donc ça, c'est une frustration. Et puis forcément, on finit quand même la meilleure nation chez les féminines en termes de médailles, mais ça manque un petit peu de médailles d'or. Donc qu'elles aient pas pu peut-être profiter totalement de cette fête, avec pour certaines certainement une frustration. Oui, enfin c'est pas certainement, on en a discuté, on en a parlé, donc et j'en ai parlé avec elles. C'est ouais, et là pour le coup c'est pas pour moi quoi. C'était j'avais vraiment envie pour elles qu'elles vivent cette expérience de symbiose collective, avec toute une médaille et tout être sur le toit du monde. Voilà. Et concernant la charge mentale, alors forcément oui, c'est ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. En tout cas, dans ma façon de concevoir l'accompagnement, j'ai au début assez vite réussi à scinder ma vie personnelle de ma vie professionnelle. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs divorcer. J'avais pas franchement envie que ça m'arrive. Donc j'ai très rapidement, oui, j'ai quand même réussi à scinder les deux. Peut-être que c'était assez facile au début, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que les responsabilités aussi s'intensifiaient, j'avais un peu plus de mal à respecter cette ligne de conduite que je m'étais fixée. La ligne de conduite que je m'étais fixée, elle était très simple, c'était je passe la porte de la maison, il n'y a plus de judo. Et même si les athlètes m'envoyaient des messages, le lendemain, je leur disais, mais tu n'as pas à m'envoyer de message, je ne suis pas ton entraîneur 24 heures sur 24, je suis pas... J'étais même assez... avec le recul, presque c'était trop quoi. Dans ce sens-là, c'était presque pour me persuader moi-même que pour mettre, on va dire, un cadre strict. Mais en tout cas, je pense que ça m'a préservé quand même de vraiment établir ces règles-là. Forcément, au fur et à mesure aussi que les relations humaines s'intensifient, même si chacun reste à sa place, il y a des moments où on peut t'appeler à l'aide. Donc c'est le rôle de l'accompagnant dans ces moments-là. Donc soit tu orientes, soit si tu peux aider à un moment dans une juste mesure, en respectant justement l'intimité de chacun et des prérogatives aussi de chacun, tu dois le faire. Voilà. Après, je suis ni leur sauveur, ni leur père, donc c'est vraiment un positionnement quand même qui est moi en tout cas, qui m'a semblé toujours important à avoir. Et puis forcément l'année, on va dire la préparation des Jeux de Paris a été hors norme en fait. Que ça soit la pression du résultat sur l'équipe féminine, que ça soit la pression des Jeux Olympiques parce que c'était à la maison, ça a été vraiment complètement hors norme. Et oui, il y a
il y a eu des moments très difficiles dans l'impact que ça a pu avoir. Moi, j'attache aussi une très grande importance à cette dynamique collective et forcément cette notion de concurrence à un moment exacerbée dans notre discipline, avec une équipe féminine qui avait des possibilités de choix sur les titulaires pour les Jeux Olympiques dans certaines catégories. C'était humainement très difficile de faire ces choix-là. Et forcément, la charge mentale, à un moment, quand on doit faire ses choix et qu'on y réfléchit, on passe quelques nuits blanches dans cette réflexion-là. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Parce que justement, j'attache une part importante à l'humain. Donc, je sais qu'un choix, forcément, c'est très difficile quand on est choisi, tout va bien, mais quand on ne l'est pas, c'est très difficile. Donc, c'est vraiment essayer de réussir à atténuer la douleur que peut ressentir une athlète quand elle n'est pas choisie. Mais on n'y arrive pas forcément. Donc tout ça, ouais, c'est une charge mentale qui est très importante. Et celle de Paris, c'est marrant parce que j'aime bien... les Jeux de Paris, c'était mes 5e Jeux Olympiques. Et je dirais qu'en termes de pression, j'ai ressenti un an et demi avant, la pression qu'on peut ressentir lors des Jeux Olympiques, que j'avais ressenti sur les Jeux Olympiques auparavant. C'est-à-dire que déjà 1 an et demi avant, sur des championnats du monde, on est déjà dans un niveau de pression qui est hors norme, en fait. Mais de tout l'environnement, en fait. De vraiment, quand je parle de pression, c'est vraiment tout l'environnement. C'est pas forcément que de la fédération, c'est aussi c'est les médias, c'est l'Agence nationale du sport, c'est l'État, c'est avec une volonté... parfois bienveillante, mais qui te met la pression quand même, en fait. C'est drôle. Tu vois, je me rappelle de la visite d'Emmanuel Macron sur le tapis, peut-être un an et demi avant les Jeux Olympiques. Il demande de manière très bienveillante, ça va, vous n'avez pas trop la pression? Alors moi, je lui réponds... la pression, vous savez, monsieur, c'est que dans les pneus ou dans la bière. Mais c'est pas vrai. La pression, on l'a eu. On l'a eu sévèrement, on va dire. Surtout qu'il a engueulé les athlètes après Tokyo. En plus, voilà. Donc voilà, ça a été en tout cas une très belle expérience. Et je suis content d'avoir clôturé, on va dire, aussi ma carrière d'entraîneur sur les Jeux Olympiques à Paris. Voilà, je dirais que la boucle est bouclée. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vraiment voulu boucler cette boucle d'entraîneur en participant aussi à la cérémonie de clôture, que j'avais jamais fait encore sur les Jeux Olympiques. Et j'avais fait la cérémonie d'ouverture du coup avec le serment des entraîneurs. Donc je voulais vraiment du coup boucler ça sur la cérémonie de clôture. Comme un symbole et en tout cas comme un rituel, dire voilà, c'est clôturé, on peut passer à autre chose maintenant. Donc tu avais déjà décidé d'arrêter à ce moment-là? Oui, j'ai pris ma décision en janvier 2025. Voilà. Alors c'est quoi qui t'a fait arrêter? C'est la lassitude, c'est l'envie de passer à autre chose, c'est l'envie de saisir d'autres opportunités? C'est alors pas la lassitude, mais en tout cas l'envie de passer à autre chose, oui. Je peux pas dire que j'avais fait le tour parce que on rencontre de nouveaux athlètes, donc c'est jamais tout à fait la même chose. Mais en tout cas, je n'avais pas envie. Une des choses qui a vraiment fait partie de ma réflexion, c'est que je n'avais pas envie de sentir qu'à un moment, je n'avais plus envie. Comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie, mais c'est en tout cas, j'avais pas. Je voulais justement arrêter en pleine conscience. Et de me dire, voilà, t'as fait ta part, t'as fait ton chemin. Maintenant, faut passer à autre chose. Et
Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Je me suis vraiment posé cette question-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Et ça m'a, du coup, cette réflexion-là, elle m'a vraiment aidé aussi à accepter qu'après les Jeux Olympiques, bah, c'était fini et c'est fini. Enfin, c'est fini. L'entraînement, en tout cas, le suivi des athlètes est fini. Voilà. Alors justement, tu es depuis peu de temps, puisqu'on a enregistré ce podcast fin avril 2025, tu es depuis janvier 2025 directeur du programme de formation et d'accompagnement à la haute performance de la Fédération française de judo. Donc ça, je l'ai dit au début dans mon introduction. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste cette casquette ? Concrètement, qu'est-ce que tu fais et puis quels sont tes objectifs ? Alors, justement, cette motivation de changer de mission, en tout cas d'arrêter déjà la carrière d'entraîneur pour pouvoir basculer sur autre chose, c'était de me dire, comme je disais, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu as envie de faire de ces 20 ans d'expérience, en fin de compte. En 20 ans d'expérience, j'ai vraiment aussi rencontré beaucoup d'entraîneurs qui sont passés, qui sont repartis. Et qui sont repartis avec ce qu'ils ont appris et qui n'ont pas forcément retransmis, je dirais, toute l'expérience qu'ils ont pu accumuler. Et je me suis dit, alors ce qui est assez drôle, en parallèle de ça, on me demande de faire le serment des entraîneurs et de représenter les entraîneurs lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Et je me dis, mais c'est... Alors je l'avais décidé déjà avant, ce côté transmission, mais je me dis c'est assez drôle parce que on me demande de représenter les entraîneurs et en fait ce que j'ai envie de faire c'est vraiment amener toutes ces 20 ans d'expérience auprès des entraîneurs pour justement pour leur permettre de gagner du temps et en tout cas de transmettre en fait ce que j'ai appris. Donc ça c'est vraiment ma motivation. Il y a, on va dire, dans les cartons de la fédération, un projet d'école supérieure d'entraîneurs qui, on va dire, qui est dans les cartons depuis 30 ans. Et jamais personne n'a décidé de prendre ça en main de bout en bout pour créer ce truc-là. Donc, je me dis, c'est justement c'est l'occasion, c'est le moment. Mine de rien, dans toutes les formations que j'ai pu faire, ça m'a aussi amené à réfléchir à ce qu'était un entraîneur, de quoi il avait besoin, comment on pouvait l'aider, comment on pouvait l'accompagner. Donc j'ai vraiment cette idée de créer une formation pour les entraîneurs sur la haute performance, ce que je suis en train de mettre en place, mais pas que pour le judo, parce que justement, je considère que cette... au même titre que ce que j'ai vécu, qu'à un moment donné, être dans l'entre-soi, c'est pas ce qui fait vraiment grandir et évoluer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir le proposer à d'autres disciplines, mais aussi au monde de l'entreprise, parce qu'on a aussi des choses à apprendre du monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise a aussi à apprendre du monde sportif. Donc c'est vraiment proposer en tout cas une formation sur piloter la haute performance assez transversale qui parle à beaucoup. Et donc voilà, j'ai réfléchi à cette formation plutôt orientée sur les savoir-être, sur le management et sur le coaching, sur la manière d'accompagner, sur la manière de se positionner, la posture à prendre en fait. Et je veux vraiment transmettre ça aux futurs entraîneurs et même aux entraîneurs qui sont encore en place pour faire réfléchir différemment. Donc ça, c'est une partie on va dire de ma mission. Et l'autre partie, c'est aussi, elle vient du fait que quand on est entraîneur, on se sent seul. On est pourtant des fois accompagné de plein de gens, mais on se sent seul dans les décisions qu'on a à prendre, dans les réflexions qu'on peut avoir. Et en tout cas, il n'y a rien d'institutionnalisé. C'est vraiment un peu...
chacun va essayer de trouver son moyen d'avoir quelqu'un qui va le questionner ou de réfléchir tout seul, mais il n'y a rien d'organisé dans l'accompagnement des entraîneurs qui permet justement à un moment ce questionnement, comme je l'ai vécu avec Gilbert Amanzini, comme je racontais. Et ça, je trouve que du coup, c'est ce qui fait que beaucoup d'entraîneurs se sentent seuls. Donc ça fait partie aussi de cette réflexion, et dans le projet que j'ai créé, ça en fait partie. Mais pas que sur les entraîneurs nationaux, parce que justement, l'objectif, c'est que les entraîneurs de région, les entraîneurs de Pôle France, de Pôle Espoir, puissent aussi être accompagnés dans leur métier et être soutenus dans un métier qui est difficile. Parce que des fois, on va dire les entraîneurs nationaux, on peut être... on va dire 3 entraîneurs sur un groupe de 15 à 20 athlètes. Quand on est en structure, on est un entraîneur pour 30 athlètes. Donc voilà, il y a besoin en tout cas d'être aidé, d'être accompagné pour permettre à ces entraîneurs peut-être de découvrir le prochain Teddy Riner ou de découvrir la prochaine Clarissa Agbenienou et de les aider à ce que ces athlètes puissent évoluer ou grandir, et même les athlètes qui ne sont pas destinés à faire de la haute performance, de détecter des capacités qui peuvent leur permettre d'évoluer sur le plan sportif et sur le plan humain surtout. Donc voilà mes prochaines missions. Très bien, eh bien, merci Christophe pour ce témoignage, c'était très intéressant. Alors j'ai une dernière petite question subsidiaire pour toi. Le judo est une discipline originaire du Japon. Est-ce que ton amour du judo t'a ouvert les portes de ce pays? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'apprécies? Et enfin, tu as peut-être une idée à ce sujet. Pourquoi les Français sont bons en judo alors que la culture française et japonaise sont complètement différentes? Alors oui, ça m'a ouvert les portes du Japon, mais je ne l'ai pas aimé tout de suite, ce pays. En tant qu'athlète, j'avais trouvé ce pays très beau, mais des fois trop rigide à mon goût. Et puis quand on allait en stage au Japon, forcément, il y avait des moments qui étaient très très difficiles. Quand on passait 3 heures sur le tatami, je dirais à se bagarrer, hein, parce que là c'était presque une lutte de territoire quand on allait en stage. Donc forcément, au bout d'une dizaine de jours, on a envie de rentrer et ça devient très difficile. Et je l'ai vraiment découvert plus en tant qu'entraîneur. Parce que du coup, je suis aussi arrivé avec un autre état d'esprit. Ça m'a permis aussi de découvrir mes collègues entraîneurs japonais, de créer vraiment aussi des liens d'amitié avec ces collègues, de pouvoir discuter sur les aspects culturels et de comprendre en fait, de comprendre l'essence de notre sport, mais aussi de la culture japonaise. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié. Alors j'y suis allé aussi, je sais pas, je pense plus de 30 fois entre ma carrière d'athlète et d'entraîneur. Ouais, je pense entre 30 et 40 fois au Japon. Alors j'ai malheureusement pas pu tout visiter comme je l'aimerais. Donc j'ai promis à ma famille de les emmener un jour justement au Japon pour qu'on puisse visiter ce pays et visiter aussi les campagnes et les endroits reculés de la civilisation japonaise, parce que c'est ça qui est aussi assez incroyable dans cette culture et dans cette civilisation. C'est à la fois cet aspect mégalopole de Tokyo, et dans Tokyo, il peut y avoir des petits coins où d'un seul coup, il n'y a plus un bruit, et c'est vraiment... c'est ancestral, c'est vraiment le temple, c'est vraiment... Et je trouve que ce côté-là du Japon est vraiment hyper riche et hyper intéressant. Donc voilà, ça c'est... alors pourquoi maintenant pourquoi le judo français s'est développé comme ça? Je pense que la première des choses, c'est que il y a un Japonais qui est venu enseigner le judo en France, Maître Kawashi, qui a vraiment aussi apporté cette culture-là. Et puis
Au début, c'était un sport qui était vraiment destiné, dans son histoire en tout cas, vraiment destiné à une population aisée, parce que ça coûtait très cher. Et puis, au fur et à mesure, la fédération s'est constituée. Il y a un homme qui a décidé, qui était DTN, Pierre Albertini, qui a décidé, il n'était pas DTN, il était entraîneur de l'équipe junior. Et il a décidé d'emmener son équipe junior au Japon. Donc dans cette équipe-là, il y avait Jean-Luc Rouget, il y avait Jean-Paul Koch, il y avait vraiment, en tout cas, des champions d'hier, on va dire. Et c'est un des premiers qui a décidé de partir là-bas. À l'époque, il partait en bateau. Donc voilà, c'était un périple. Hein, et puis, dans les années 70, pareil, quand on arrivait au Japon, on était l'étranger. C'était après la guerre. Et quand les anciens nous racontent ce qu'ils ont vécu, c'était vraiment la guerre, quoi. Ils sont partis à 10. Peut-être qu'au bout de 2 ans derrière, il y avait plus 5 qui continuaient le judo, quoi. C'était vraiment... c'était très très dur pour eux. Mais je dirais que ceux qui sont restés, ils ont aussi apporté une histoire au judo français. Jean-Luc est devenu champion du monde. Ils ont vraiment... je pense que c'est eux qui ont créé un peu ce côté-là sur l'histoire du judo français, avec cette volonté qu'on pouvait faire aussi différemment, qu'on pouvait faire du judo différent des Japonais et aussi les battre. Alors il y a aussi Anton Giesink qui était un Hollandais, qui a été le premier à battre les Japonais chez eux. Et tout ça a favorisé à un moment aussi la culture française sur le judo, avec derrière une fédération qui s'est vraiment construite de manière très méthodique, et une proposition aussi que tous les enseignants de judo devaient être diplômés d'État. Et donc ça a été aussi un moment qui était très fort dans la culture française. On était à l'époque, hein, c'était dans les années 80, on était une des seules disciplines qui imposait justement un diplôme d'État pour enseigner le judo. Ce qui a du coup aussi amené beaucoup plus de monde à le pratiquer, et avec des personnes de toute origine et de tout niveau social. Et je pense que tout ça a favorisé le fait que le judo s'est développé. Ça a forcément aussi créé des envies d'aller se former à l'étranger, avec aussi d'autres entraîneurs japonais qui sont venus en France. Donc voilà, petit à petit, on a développé un peu notre culture et notre façon de faire sur le judo. Merci pour cet éclairage culturel. Merci d'être venu à ce micro, Christophe, et puis bonne continuation dans tes nouvelles missions. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur tout ça. Merci, à bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.